Premier sujet marquant l'actualité au Bénin, il s'agit des fraudes administratives liées aux élections générales de 2026 des responsables du parti Les Démocrates au cœur de la tempête. Ce sera le sujet à débattre en tout premier lieu avec nos débatteurs. Il s'agit bien évidemment de Hugues Hector Zogo et de Roland Laurent Tonéikès. Bonjour Hugues. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Roland Laurent Tonéikès. Carole Laye, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, est-ce que c'est possible, cette histoire de fraude entre griffes, puisque tout est numérisé selon vous, Hugues Hector Zogo? Je voudrais commencer déjà par, avant de répondre à votre question, rendre hommage au père André Quenom, qui nous a quittés il y a exactement 11 ans, prêtre catholique et journaliste de renom. De renom, ouais. Je crois que l'actualité politique à laquelle nous nous retrouvons confrontés de plus en plus ces dernières semaines, ces derniers mois, s'il était encore parmi nous, il nous aurait permis de vivre davantage le sens de la responsabilité à travers sa plume assez particulière qu'on lui connaît. Et de son vivant, il a toujours suscité le débat sur les questions d'intérêt national. On retient quand même qu'il aura été ce directeur de publication à partir duquel le journal catholique La Croix du Bénin a pu s'intéresser un peu plus aux questions politiques dans notre pays. Et donc, je m'incline devant sa mémoire et je prie Dieu de lui accorder davantage le repos éternel. Alors, pour revenir à votre question, c'est le procureur spécial de la Criette, à travers un communiqué rendu public auquel nous avions tous eu droit, qui nous a permis de comprendre qu'il y a de fausses manœuvres qui aujourd'hui ont été découvertes. Il y a le directeur général de l'impôt, suite à sa saisine donc, de la Cour spéciale, qui aura permis au procureur spécial de sortir le communiqué. Et vous savez, pour des sujets aussi sensibles, d'abord on est en période électorale, et en période électorale, il faut faire très attention avec les sujets, prendre beaucoup de recul pour pouvoir les analyser. Aujourd'hui, le procureur spécial, à travers ce communiqué-là, nous permet de savoir qu'il y a eu de la fraude. La belle preuve, un des intéressés se retrouve déjà en prison. Donc, ce que je pourrais dire convenablement, c'est qu'on attendra la suite de ce processus-là. Le procureur, à travers son communiqué spécial, n'a pas manqué de signifier que dès qu'il y aurait de nouveaux éléments, il n'hésiterait pas à reprendre la parole. Donc pour moi, faisons confiance à la justice de notre pays, faisons confiance aux différentes institutions en charge d'organisation des élections dans notre pays, et dès que nous aurons tous les éléments, on pourra davantage comprendre ce qui a pu se passer. C'est vrai que le secrétaire porte-parole du parti, l'honorable Guido Soumitokpe, a fait dans la foulée une sortie aussi. Il a signifié que ce qui jusque-là a été présenté, que ça n'engage pas le parti. Est-ce que c'est des individus qui ont mené des actes en leur nom? On ne saurait le dire. À titre personnel, on ne saurait le dire concrètement. Toujours est-il que dans le communiqué du procureur spécial de la Criette, on se rend compte que
c'est ce parti de l'opposition, le parti Les Démocrates, qui est incriminé. Donc peut-être que les enquêtes permettraient les heures à venir ou les jours à venir de nous situer davantage. Alors, Roland, Laurent Tonniquet, je vous poserai alors la question autrement. Dites-nous, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a eu des conditions politiques ou institutionnelles, administratives, qui ont pu favoriser ces fraudes administratives? Alors, conditions institutionnelles, administratives, je ne saurais le dire, sauf que dans la foulée, avec cette affaire, on a pu voir un média publier une information selon laquelle, oui, c'est un coordonnateur du département du Koufou, en tout cas du Parti démocrate, qui serait à la base de cette affaire, et ce qui veut dire que quelque part, on est en droit de peut-être donner raison au porte-parole du Parti les démocrates pour dire ça n'entache pas, en tout cas, ce n'est pas les responsables du parti, ce n'est pas la fonction politique qui est concernée pour autant. Il y a que parfois dans une famille, il y a des gens qui font des choses peu orthodoxes, et parfois, oui, évidemment, dès lors que un membre de la famille est impliqué dans une affaire, on attribue le crime à toute la famille. Mais je crois qu'il y a quelques jours ici, on disait que un des départements du Bénin serait très difficile à conquérir pour le Parti des démocrates, et on parlait du département du Koufou. Et évidemment, le problème se pose dans le département du Koufou parce que l'article que moi j'ai lu, il est fait état de ce que, dans la difficulté en tout cas d'avoir des candidats, et c'est dans cette perspective que l'intéressé aurait falsifié un certain nombre de pièces administratives, et de sorte à pouvoir avoir des candidats et remplir. Puisque oui, il faut quand même plus de 3000 candidatures à proposer pour les communales, et vous imaginez le nombre dans les communes, les départements, le nombre qu'il faut prévoir et autres. Et dans certains départements, parfois, vous allez voir que des gens refusent même carrément d'être candidats. Parce que ne voulant pas affronter leurs frères ou bien craignant les représentants de leurs propres frères dans leur communauté. C'est partout, pratiquement dans toutes les régions du Bénin. Il y a des gens qui refusent délibérément d'être candidats parce qu'ils ne veulent pas affronter les leurs, ou bien ils ne veulent pas qu'après, au thème des élections, quand l'autre ne va pas réussir, qu'on leur attribue l'échec des uns et des autres et que ça crée des problèmes dans leur communauté. Donc il y a cet état de choses. Donc est-ce que c'est ça, tout ça mis dans la balance, qui l'a amené à pouvoir faire ça? Mais je pense que c'est naïf de le faire comme ça, parce que oui, même si vous proposez des gens comme candidats et que vous falsifiez leurs documents, vous déposez, quand la liste sera publiée, les gens peuvent réagir pour dire je ne suis pas d'accord. Maintenant, avec cette situation, il faut quand même déjà voir que c'est déjà une épine dans le pied du Parti des démocrates, parce que oui, la loi est claire là-dessus. Un changement intervient quand il y a décès. Et fort heureusement, dans la loi, dans le code électoral révisé, il y a un fait qui s'est produit en 2019, que vous vous souvenez avec la candidature de Joël Alagbe entre le MOAL Bénin et le PRD, et ça a contribué à invalider les deux listes. Mais fort heureusement, dans la correction, il est précisé candidature multiple sur plusieurs listes. Dans ce cas, on peut permettre au parti de changer. Mais hormis ces deux situations, c'est que c'est difficile. La liste est purement et simplement invalidée, toute la liste. Donc, cette erreur de ce coordonnateur, parce que quand vous voyez la manière dont toutes les autorités sont montées au créneau, ça donne à réfléchir, parce que le procureur est sorti, le directeur des impôts est sorti, après celui qui se charge des certificats de nationalité est sorti, tout le monde a fait conférence de presse dans la foulée. Ça montre clairement que oui, attention, là où nous allons, on risque d'assister à l'invalidation de la liste du Parti des démocrates, et ça va être encore un coup dur pour ce parti de l'opposition. Fort malheureusement, on assistera encore à je ne confirme pas, mais dans les faits, tel que je l'ai dit, dès lors qu'il y a un problème, on ne peut plus remplacer. On parle de falsification de plusieurs pièces. Donc, dans un département, imaginez le nombre de candidatures déjà en cause. Si entre-temps, ceux dont on parle, leurs noms sont réellement sur la liste, c'est un problème déjà pour ce parti politique. Donc, on attendra de voir comment est-ce que la Sénat va trancher, comment est-ce que, en tout cas, le parti va se défendre. C'est vrai qu'on a vu Guy prendre la parole, mais est-ce que sa parole à lui seul suffit pour convaincre les structures en charge des élections? Wait and see. Hugues-Hector Zogo, vous parliez également tantôt de la sortie
Guy Mitopé, le porte-parole du parti Les Démocrates. Pensez-vous, comme Roland Laurent Toneinquès, que ce parti pourrait payer cash cette erreur d'un seul individu? Je pense quand même que nous sommes là en face d'une situation assez complexe. Et moi, je me permets déjà de dire que le parti Les Démocrates ne se retrouverait pas aux élections. Parce que les faits sont assez graves. On est en train de parler de fraude dans un processus électoral. Et les textes des lois sont quand même très clairs, vous voulez assez dire? Clairs. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire oui, c'est un individu qui a posé l'acte, mais les partis politiques ont un devoir et une obligation de formation de leurs membres. Et c'est pas un simple acteur qui s'est retrouvé à poser l'acte. On parle d'un coordonnateur. On ne nomme pas quelqu'un coordonnateur. N'importe qui coordonnateur. Quand on n'a pas, le coordonnateur quand même se retrouve à gérer plusieurs équipes. Et c'est plusieurs départements qui se retrouvent, plusieurs communes qui se retrouvent sous sa main. Et donc, quand l'intéressé, parce que généralement au niveau des partis politiques, quand il s'agit de pouvoir mettre à disposition du Bureau national les candidatures, on se base sur les coordonnateurs, soit les coordonnateurs départementaux ou soit les coordonnateurs communaux. Alors, qu'est-ce qui peut passer à la tête d'un coordonnateur pour qu'il se permette de prendre ce risque-là au nom de son parti? Donc pour moi, il a mis le parti en difficulté. Il y a des erreurs sur lesquelles il ne faut pas fléchir. Un parti politique qui a pour, je vais dire, vocation de diriger un État, de diriger des communes, et qui déjà à la base part sur un principe de fraude, quand on va les élire, on aura droit à quoi? C'est ça les vraies questions. On a toujours eu à décrier un certain nombre de comportements dans notre pays, mais ce qui a été là, si les faits n'étaient pas si avérés, le procureur spécial ne serait pas sorti. C'est d'abord sur la saisine de la Direction générale des impôts que le procureur spécial a instruit, je crois bien, il y a eu la direction de la police judiciaire qui a mené aussi une enquête. Et donc c'est suite à leurs résultats, suite aux résultats des investigations, que le procureur spécial de la Criette a dû faire ce communiqué-là. Et donc, pour moi, c'est un fait assez grave. Ça vient entacher, malheureusement, la crédibilité ou l'honorabilité. La crédibilité du parti. La crédibilité du parti. Parce que même quand les coordonnateurs vous apportent les dossiers au niveau du siège national, il devrait avoir une équipe pour vérifier. Si vous ne vérifiez pas, ça voudrait dire que vous faites confiance à celui-là que vous avez mandaté, à vos collaborateurs. Et donc, s'il y a un problème, systématiquement, l'institution doit pouvoir se retrouver à porter la responsabilité. C'est vrai que c'est parce que là, maintenant, on se retrouve avec le parti Les Démocrates. Il y a eu des précédents que certaines personnes, a priori, peuvent se dire, oui, c'est encore une manière de ne pas permettre au parti Les Démocrates les évincer. De se rendre aux urnes et tout ce que nous pouvons entendre. Mais quand on s'arrête et on regarde les faits, quand on regarde, je vais dire, les tests des lois de la République qui nous permettent de crédibiliser un processus électoral dans notre pays, est-ce qu'il y a raison suffisante pour qu'on puisse dire que le parti est en faute? A priori, à travers les éléments du communiqué, ces éléments partagés par le procureur spécial, je pense a priori que les raisons sont suffisantes et je ne vois pas la Sénat revenir pour dédire, par exemple, l'institution qu'est la justice. Je crois que, pour information, la décision 2025-numéro 32, Sénat, PT,
RAP/DGE/SP portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections communales du 11 janvier 2026, décision du 10 novembre 2025 aujourd'hui, décide, je ne vais pas lire les considérants. Article 1er, les listes de candidature des partis Union progressiste, le renouveau, UPR, Bloc républicain BR et Foscori pour un Bénin émergent sont retenues pour l'étape de l'étude de conformité. Article 2, les listes de candidature des partis mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moual Bénin, et les démocrates LD sont déclarées irrecevables. Article 3, la présente décision sera notifiée aux partis politiques concernés et publiée partout où besoin sera fait à Cotonou le 10 novembre 2025. Donc, cela montre clairement que le Parti des démocrates et le Parti Moual Bénin ne seront pas aux élections communales. Alors, je précise, je lis un article rapidement, un considérant que le Parti des démocrates a présenté matériellement des pièces sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude. 353 ont été effectivement déposées, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Voilà qui est dit. Nous n'avions pas l'information, mais il l'a apporté. Donc, ça voudrait même dire que ce n'est pas a priori cette question de fraude qui disqualifie le parti. Il y a non, pratiquement... cette question de fraude peut être dedans, parce qu'en réalité, les dossiers incriminés par rapport à cette fraude, forcément, peuvent se retrouver dans les pièces manquantes également. Mais il y a 100 combien l'effectif la différence, 123. 123 dossiers. 120 pièces manquantes. Non, 120 pièces manquantes. Voilà. En fait, il est demandé qu'ils complètent 473 pièces, mais ils ont complété 353. Donc, il manque 120 pièces. Bon, ce que la Sénat envoie, on attend de voir la réaction du parti des démocrates. Oui, mais c'est la Sénat qui est l'institution qui organise... Ça ne les empêche pas de prendre la parole, de dire... de donner leur version des faits. Leur version également, la part de vérité. Oui. Tablons-nous d'abord sur ce que la Sénat... L'information officielle. Oui, l'information officielle dit qu'il manque 120 pièces au parti Les Démocrates. Et c'est à compléter. Et c'est sur ça, parce que les pièces n'étant pas rendues disponibles, la Sénat déclare donc que le Parti Les Démocrates n'ira pas aux élections communales. Ou pas. Le parti se retrouve donc dos au mur. Parce que si toutes les pièces ne sont pas rendues disponibles à l'institution en charge d'organiser les élections, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'étape suivante. Donc, on peut se permettre aujourd'hui de dire que le parti n'a pas été suffisamment prêt. Et on peut comprendre. Ça peut se comprendre parce que vous aviez vu tout ce que le parti a pu vivre ces derniers temps, toute la tension interne qu'il y a eu. On se posait déjà la question de savoir à quel moment ils auront la sérénité nécessaire. Parce que de la période où on s'est retrouvé à parler donc, des dossiers du duo de candidats pour les élections présidentielles et de la période où il faut pouvoir déposer les dossiers pour les élections communales municipales, on se disait le temps était relativement court. Or, il y a eu tellement de tensions, au moment où les gens devraient quand même se calmer et se dire travaillons, déposons les dossiers dans de meilleures conditions. Peut-être après ça, on pourra se revoir en interne et discuter de nos difficultés. Ils ne l'ont pas fait. Et vous avez vu, c'est la période au cours de laquelle on doit déposer ces dossiers-là, qu'il y a eu plus de leaders dissidents qui ont fait des déclarations sur les chaînes de télévision, qui ont animé des émissions. Donc moi je me dis, on peut se permettre de dire que le Parti Les Démocrates n'a pas eu la capacité d'autodiscipliner ses différents membres. Et la conséquence est là, le parti n'ira pas aux élections. Maintenant, à travers ça, s'ils ne prennent pas encore leurs responsabilités pour mieux se préparer pour les législatives, on risque de se retrouver encore dans le même contexte. Donc pour moi, rendons responsable chaque acteur par rapport à ce qui doit être fait. Ceux-là qui se sont retrouvés sur les chaînes de télévision, s'ils pensent qu'ils ont peut-être fait du mal à Thomas Boni Yahi, puisque c'est l'acteur premier incriminé jusque-là, ça ne fait que les engager. Mais de toutes les façons, l'histoire retiendra qu'à un moment précis, au moment où leur parti politique avait besoin de la sérénité pour traiter les dossiers et pouvoir déposer à la Sénat pour permettre
au parti de prendre part aux élections, il y a eu certaines personnes qui ont pu décider de ne pas permettre que cette sérénité se vive. Roland, pour finir avec le sujet. Pour finir avec le sujet, moi je dirais que, est-ce que c'est un problème d'organisation au sein du parti que les gens n'étaient pas suffisamment prêts? Je dirais que les intérêts politiques ont une raison du parti politique, les démocrates. Parce que dans la foulée, quand les dossiers avaient été déposés, je ne voulais pas être un mauvais prophète. Malheureusement, quand ça se passait, je disais qu'à cette allure, on risque de voir que le parti n'irait pas aux élections communales. Parce que il y a des candidats dans certaines régions qui ont dit « Ah non, on ne se retrouve pas dans ce qui s'est passé et par conséquent, on ne veut pas être candidat. » Et puis après, on a vu. Et à cela s'ajoute cette question de fraude dans le Koufou. Mais en même temps, dans certaines localités, on a pu comprendre qu'il y a des dissensions internes qui ont eu raison du parti. Donc, malheureusement, c'est ce qui est arrivé au parti. Vivement que pour les législatives, qu'ils arrivent à se retrouver pour faire la paix, peut-être aller aux élections, encore qu'il y a d'autres qui ont démissionné du parti et qui font leur show médiatique ces temps-ci. Alors, et pour finir avec ça, je vais lire la décision qui concerne, ce qui concerne les autres partis, parce que j'ai lu ce qui concerne le parti Les Démocrates. Il est écrit, considérant que les partis Union Progressiste, Le Renouveau, UPR, Bloc Républicain et Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, ont présenté des dossiers jugés complets. Considérant que le parti Moal Bénin, bien qu'étant présent à la Sénat, n'a pas pu achever le rangement de ces pièces afin de permettre à la Sénat d'assurer la complétude, rendant sa liste incomplète. Donc voilà un peu les motifs pour le Moal Bénin, évidemment. Donc c'est une décision de ce matin, 10 janvier 2025. Voilà, 10 novembre 2025. Nous allons aborder un autre sujet, toujours dans le domaine politique. Le parti Renaissance nationale fusionne avec l'UPR. C'était ce week-end à Décombé, au siège du parti. Alors, ma toute première question, quelles sont les raisons politiques ou institutionnelles, voire stratégiques, qui pourraient sous-tendre cette fusion, Hugues-Hector Zogo? Partons du fait que l'ancien parti politique Renaissance nationale s'est retrouvé d'abord en congrès extraordinaire. Et au cœur de ce congrès extraordinaire, il y avait quand même les membres du bureau national. Il y a eu également les différents acteurs, les délégués qui se sont retrouvés être pour la plupart les coordonnateurs départementaux. Donc, c'est dire que la représentativité, c'était quand même du nord jusqu'au sud, qu'on a pu avoir les différents acteurs qui se sont déplacés pour prendre part à ce congrès extraordinaire. Et à cette rencontre, je vais dire, assez stratégique, elle s'est déroulée en deux phases. La première phase, c'est une phase à huis clos, au cours de laquelle les différents délégués se sont retrouvés à échanger avec leur présidente, Madame Claudine Afiavé-Prudencio. Et donc, cette phase-là n'a pas été une phase ouverte à la presse. Donc, c'était exclusivement entre les délégués que la discussion a été menée. Sans aucun doute, une discussion assez houleuse, parce que, vous savez, le parti Renaissance nationale n'a pas pu se positionner pour les élections communales dans notre pays. Et donc, certaines personnes se posaient déjà plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le parti, dans cette lancée, n'irait pas également aux élections législatives? Donc, assez de supputations. Et, comme je l'ai dit, la première séance à huis clos. Séance à huis clos au cours de laquelle beaucoup de choses ont pu se dire sans aucun doute. Après, deuxième séance, c'est le communiqué final. La presse n'a eu droit qu'au communiqué final. Mais quand on a tenté de discuter un peu avec les différents acteurs, il y a eu certains points stratégiques qui pourraient se dégager ou qui ont pu se dégager. Le premier aspect, c'est la fidélité de cet ancien parti politique à la majorité présidentielle. Et donc, cette fidélité-là, il fallait
la concrétiser par un acte. Parce que le chef de l'État aujourd'hui, quand vous suivez un peu l'actualité, vous vous rendez compte que le chef de l'État veut encore avoir des partis un peu plus compacts qui permettent de réfléchir davantage aux priorités nationales. Et donc, le parti Renaissance nationale, d'alors, après plusieurs réflexions, les délégués ont trouvé qu'ils pourraient confirmer au président de la République, en cette période stratégique, qu'ils lui sont effectivement loyaux. Et donc, le signal fort, c'est de pouvoir fusionner avec un autre parti de la mouvance présidentielle, en l'occurrence l'Union progressiste, le Renouveau. Ça a été fait parce qu'ils se disent, quand ils regardent l'environnement politique, qu'est-ce qu'ils partagent comme idéal qui ne se vit pas au niveau des autres formations politiques? Ce qu'ils partagent comme idéal, c'est de pouvoir mettre davantage en œuvre les stratégies, les actions menées par le président de la République. Et n'oubliez pas que au moment où le candidat Romuald Wadagni, ministre d'État de l'économie et des finances, a pu rencontrer ce parti, la présidente avait manifesté le souhait que le siège de campagne, en tout cas du département du littoral, que ce soit le siège du parti Renaissance nationale. Et donc, cet appel a été accepté par le candidat qui a dit qu'il ne manquerait pas d'en discuter avec... et d'en tenir compte. Avec les différents acteurs qui travaillent avec lui et d'en tenir compte. Mais on ne prend pas la peine d'installer un siège de campagne de cette manière-là quand on n'a pas une certaine assurance. Alors qu'il y a de l'autre côté des formations politiques qui ont des maires, qui ont des députés à l'Assemblée nationale et qui vous accompagnent aussi et qui portent votre candidature. Et donc, je pense que la stratégie que le parti d'alors Renaissance nationale a pu mener aujourd'hui, c'est de pouvoir dire clairement au président de la République, nous partageons entièrement vos idéaux, nous vous accompagnons entièrement et nous sommes prêts à faire l'ultime sacrifice. Parce que, ne l'oublions pas, arriver à pouvoir fusionner avec l'Union progressiste, le Renouveau aujourd'hui, c'est de perdre l'identité du parti Renaissance nationale. Ça voudrait dire que le parti Renaissance nationale n'existe plus sur le plan juridique. Alors que le parti avait déjà eu son récépissé définitif. Tout à fait. Le parti est arrivé à construire un siège. Et donc, si aujourd'hui, les congressistes, puisque ce sont eux qui ont décidé au cours de la rencontre du samedi, puisque les congressistes sont arrivés à la conclusion selon laquelle il faut aujourd'hui faire la fusion avec l'Union progressiste, le Renouveau, et démontrer au président de la République que c'est un regroupement politique qui effectivement est de cœur avec le chef de l'État et qui accompagne toutes les réformes, en l'occurrence institutionnelles et politiques, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Une très bonne chance pour cette issue nouvelle et espérer que des positionnements stratégiques aussi puissent se faire désormais pour permettre à ce parti-là d'avoir suffisamment de représentativité. On a par exemple la présidente du parti, de l'ancien parti Renaissance nationale, qui se retrouve être ministre conseillère du chef de l'État à la santé. On a autre cadre qui se retrouve être préfète du département de l'OME. Il y a d'autres cadres également qui occupent des postes de responsabilité dans l'administration de notre pays. Mais aujourd'hui, je crois que, tel que les congressistes l'ont dit, ils sont plus dans la dynamique d'avoir un autre poids politique à partir de 2026. Et ce poids politique-là s'exprimera à travers donc cette fusion qui a été consacrée à travers ce congrès extraordinaire. Roland, Laurent Toneiquez, quelles sont selon vous les causes ou les raisons qui pourraient justifier cette fusion?
les causes qui pouvaient justifier cette fusion sont connues. Écoutez, dans le cadre politique que nous avons aujourd'hui, il est demandé à chaque formation politique de faire beaucoup d'efforts. La dernière élection à laquelle le parti Renaissance Nationale SUDBN a participé, c'est 2023. Et à cette élection, il était question de 10% au plan national. Donc aujourd'hui, il y a question de 20% au plan national. Et face à la difficulté de ce qui se passe sur le terrain, malheureusement, malgré les efforts des autres formations politiques, il se fait que 3 formations politiques arrivent à tirer leur épingle du jeu. Le Parti des démocrates, UP Le Renouveau et Bloc républicain. Et donc, dans cette dynamique, quand vous voulez affronter cette formation politique, en tout cas sur le terrain politique, vous devez vous battre sérieusement. Et je crois que quand on avait annoncé le siège, la constitution du siège du parti national, j'étais là à dire que oui, on a construit le siège, les militants sont arrivés, on parlait, mais il revient aux militants de descendre sur le terrain, d'aller mouiller véritablement le maillot sans faire d'hypocrisie, parce que oui, qu'ils soient sincères dans leurs actions pour permettre au parti d'engranger le maximum de lecteurs sur le terrain. Mais c'est sans compter aussi également, mais c'est en comptant aussi avec la vision du chef de l'État qui veut des partis forts et qui veut davantage rassembler toute la troupe en un bloc ou en 2 blocs assez solides. Et donc, dans cette dynamique, quand vous voyez ça, écoutez, une petite illustration. On vient de lire la décision de la Sénat ce matin. On a pu constater que le parti Moël Bénin est resté dans la cour de la Sénat, n'a pas réussi à arranger ses dossiers. Ce qui veut dire que l'enjeu est de taille. D'abord, chercher les candidats. Deuxième chose, constituer les dossiers. Et troisième chose, s'assurer que sur le terrain, on peut travailler à avoir le 20%. Tout le monde peut avoir la vision d'avoir les 20%. Sauf que sur le terrain, c'est glissant aujourd'hui parce qu'il y a des fonctions, même en l'absence du parti, les démocrates, en tout cas, qui ne va pas aux élections, ce ne sera pas chose facile, chose aisée pour le parti FCBE, comme certains pouvaient le croire en réalité. Vous allez voir que les 2 autres formations vont se tailler la part du lion, le parti Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Donc, je pense que, tenant compte de ce contexte, de cette situation, c'est une décision sage du parti Renaissance Nationale d'aller vers l'UP Le Renouveau, qui est aujourd'hui la première formation politique à l'aide de la réforme du système partisan, même si cette réforme du système partisan a encore quelques problèmes. Mais au moins aller dans ce grand ensemble aujourd'hui, permet à cette formation politique, en tout cas aux militants, aux membres de cette formation politique, d'avoir peut-être la chance de se retrouver dans la grande politique générale au plan national. Parce que oui, et quand ils rejoignent le parti, en réalité, il y a des élections en vue. Déjà pour les législatives, c'est tellement que certains leaders du parti, le Renaissance Nationale, se retrouveront forcément sur la liste des législatives pour aller pour se retrouver au Parlement. Mais en même temps, c'est que, oui, on a toujours dénoncé cette même mise du Bloc républicain de l'Union progressiste Le Renouveau sur, je peux dire en griffe, le partage. Parce que, oui, quand il y a des décisions, vous voyez, Bloc républicain, UP, prend la parole sans pouvoir tenir compte du Moël Bénin de Renaissance Nationale. Mais maintenant qu'ils sont en interne, ils sont au sein de cette formation politique, rien ne sera fait sans eux. Même si, parce qu'on a pu voir, même si la présidente du RN était président de l'INF après, maintenant ministre conseiller, on constate que malgré ça, il y a des choses parfois qui leur échappent. Donc avec cette fusion, j'ose croire que plus rien ne leur échappera et que davantage ils seront écoutés, ils seront, comment vous appelez, mis au courant de toutes les décisions et de toutes les actions de la formation politique UP Le Renouveau. Bon, pour finir, je dirais que peut-être quelque chose pour dire... Maître Adrien Mbedi réclamait son R, RN vient avec son R. Et du coup, tous les partis sont représentés dans l'UPR. Voilà. Alors, ma question, je reste avec vous, bien évidemment, Roland Laurent Tonei-Ikes. Comment aujourd'hui les militants du parti Renaissance Nationale vont s'intégrer au sein des structures locales ou nationales du parti Union progressiste Le Renouveau? C'est simple, on a pu lire le compte rendu final du docteur Akintola, même si l'adverbe systématiquement ou bien systématique, il a utilisé un thème là que je ne partage pas forcément. Dire que les militants systématiques sont de l'UP, il se peut que des gens dans certaines localités
compte tenu des intrigues dans leur localité, disent je ne vais pas aller dans l'UP, je peux aller dans BR. Et donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Donc, maintenant, il revient à l'UP Le Renouveau parce que le problème que le parti avait avec le Bloc républicain, c'est qu'à un moment donné, les gens avaient du mal à s'intégrer. Il y a des choses qui se passaient derrière les leaders du parti. De leadership. Oui, donc ça a amené le parti UDB à l'époque à ressortir de ce mariage circonstanciel. Et maintenant, il se retrouve avec Renaissance nationale, avec l'UP Le Renouveau. Il revient aux responsables de l'UP Le Renouveau d'accepter ou d'accueillir ces militants à la base du parti RN. Parce que, écoutez, quoi qu'on dise, quand vous regardez les élections communales 2020, le parti UDBN, aujourd'hui RN, a fait fort dans certaines localités. Dans certaines localités, le parti UDBN a battu même des partis de la formation politique. Je prends Zé simplement, Zé à côté là. Il y a des arrondissements dans lesquels les UDBN avaient eu 2 sur 2. Mais malheureusement, le problème de 10% s'est posé au plan national. Ils n'ont pas pu réussir. Quand vous allez dans la Takora ou dans certaines régions du Septentrion, vous vous rendrez compte que le parti UDBN à l'époque, aujourd'hui RN, a fait fort en ayant un certain nombre de résultats dans certaines localités. Donc, oui, ça veut dire qu'il y a un existant. Et cet existant, ajouté à ce que le parti UP Le Renouveau a aujourd'hui, ça va renforcer forcément le parti. Il revient à ces personnes-là d'accueillir et de ne pas tenir compte des intrigues politiques ou bien des considérations personnelles. Parce que ce qui pose le problème le plus souvent, c'est ça. En réalité, les autres diront, mais nous, on est déjà là, on était là avant eux, ils viennent d'arriver. Si on les accepte maintenant, ils viennent nous damer le pion. Avec les problèmes, les calculs personnels, ça parfois envenime la situation et ils ne s'acceptent pas. Donc c'est à ce niveau qu'il faut vraiment faire un travail et vivement que oui, tous ceux qui se réclament RN suivent la dynamique des responsables et des délégués du parti pour renforcer l'UP Le Renouveau, plutôt que des gens se lèvent pour dire non, je vais aller dans le BR à cause des intrigues dans leur localité. Alors, Hugues Hector Zogo, dites-moi, quel impact cette fusion aura-t-elle sur l'organisation interne, selon vous, au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau? Je voudrais déjà lire un petit extrait donc, de ce communiqué final. Le point 1 dit « La fusion du parti Renaissance nationale avec le parti Union Progressiste Le Renouveau UPR la décision de fusion entraîne de facto l'adhésion systématique de toutes les militantes et de tous les militants du parti Renaissance nationale à l'Union Progressiste Le Renouveau UPR. De facto. De facto et systématique. Et systématique. Quand un communiqué final arrive à faire sortir ces expressions, il faut faire référence tout de suite à la suite des pourparlers, il faut le notifier, il faut le rappeler. Voilà, il faut faire ressortir 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la loyauté. Et le deuxième élément, c'est la discipline. On peut se permettre de dire quand même que l'ancien parti Renaissance nationale a pu développer ces 2 valeurs-là au niveau de ses militants. Et ce qui est extraordinaire aussi, ici, à travers le choix qui a été fait par ce parti, c'est que le parti ne se retrouve pas dans une démarche de « nous allons à l'UPR parce que nous voulons de facto positionner nos membres ». La présidente du parti a été claire. Elle dit « Nous, ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est de travailler à élire le prochain président de la République et son colistier ». Elle a été claire. Donc ça voudrait dire que c'est un parti qui se dit, oui, c'est vrai, nous allons pour une fusion, mais nous n'allons pas à la fusion pour nous imposer et dire, c'est systématiquement tel nombre de personnes que nous allons pouvoir positionner, ainsi de suite. Mais travailler. Nous sommes venus à la fusion parce que nous voulons renforcer plus le mécanisme de base qui se retrouve au niveau de l'Union Progressiste Le Renouveau, pour qu'à la fin, nous parvenions à avoir un fort taux de participation et élire le président de la République au premier tour KO. Elle l'a dit. Et donc, pour moi, le message de Mme Claudine Afiavi Prudencio est un message évocateur. Ça voudrait dire que Renaissance nationale ne
va pas fusionner avec l'Union progressiste, le renouveau, aujourd'hui, parce qu'ils sont à la quête d'un quelconque positionnement. C'est vrai que quand on est un parti politique, l'aspiration première, c'est de pouvoir gérer les affaires de l'État. On gère les affaires de l'État à travers le gouvernement, à travers les institutions de la République, en l'occurrence l'Assemblée nationale par exemple. On ne peut pas interdire que ce parti d'hier demande à positionner peut-être quelques cadres sur la liste désormais pour les élections législatives à venir dans notre pays. Et Roland l'a si bien dit, il y a eu, de par le passé, un existant. Ce n'est pas que le parti n'avait pas une base, c'est pas que comme si le parti n'avait pas un résultat sous la main. Non, il y a un résultat, il y a un travail qui a été fait. Et moi je dis, c'est même très fort la démarche du parti. C'est très fort parce que il se refuse d'aller aux élections communales. Et plus tard, quelques jours après, en gardant silence, sans pouvoir dire pourquoi ne sont-ils pas allés aux élections communales, ils viennent maintenant et ils fondent la fusion avec le grand bloc, le plus grand parti, en tout cas à la date d'aujourd'hui, ayant plus de députés à l'Assemblée nationale et plus de maires représentés sur le territoire. Donc, je me dis, c'est une école. Ça doit pouvoir interpeller la conscience collective des militants. Et ceux-là qui ont été dans la posture de congressistes, comme je l'ai dit, c'est des membres du bureau exécutif national, c'est des membres du bureau politique, c'est des coordonnateurs départementaux. Et tout à l'heure, je disais, si on a pu se rendre compte qu'un coordonnateur se retrouve derrière les barreaux et qu'on veut faire porter la responsabilité au parti politique, c'est tout à fait normal. Parce que les coordonnateurs se sont retrouvés en congrès et ont pris une décision qui engage désormais la vie de l'ancien parti Renaissance nationale. Et donc ces coordonnateurs-là connaissent leurs militants. Je vous ai dit qu'il y a eu la séance à huis clos. Au cours de cette séance à huis clos, c'est sûr que les débats ont été assez houleux. C'est sûr que chacun a pu se déverser, chacun a pu dire exactement ce qu'il pense de est-ce qu'il faut maintenir la vie juridique du parti Renaissance nationale ou est-ce qu'il faut effectivement faire le sacrifice, permettre à ce que le parti Renaissance nationale disparaisse, fusionne désormais avec un autre parti de la mouvance, mais lequel, et plus tard aussi démontrer à la face du monde que l'ancien parti Renaissance nationale est resté effectivement loyal et fidèle aux idéaux du président de la République. Les congressistes ont donné la réponse samedi dernier et je crois que c'est une nouvelle forme de politique que Mme Claudine Afiavi-Prudencio est en train de partager avec ses militants. La discipline de groupe ayant toujours existé. Parce que vous avez vu, quand le parti ne s'est pas rendu aux élections communales, vous n'avez pas entendu un seul militant faire défection pour dire parce que nous ne sommes pas allés aux élections communales, bon, nous on quitte le parti Renaissance nationale pour rejoindre peut-être Mouel Bénin, pour rejoindre peut-être BR ou UPR. Il y a eu la discipline de groupe qui est restée. Le parti est resté compact. Les membres sont restés fidèles aux idéaux de leur parti. Donc pour moi, quand le communiqué final fait état de ce que cette décision de fusion entraîne de facto l'adhésion systématique de tous les militants et de tous les militants au parti Renaissance nationale, c'est sans aucun doute... Au parti UP le renouveau. Au parti UP le renouveau, c'est sans aucun doute parce qu'ils ont une stratégie interne qu'ils veulent mettre en place. Roland Laurent Toniniques, une dernière question. On le disait tout à l'heure, il y aura des problèmes de leadership au sein... Bon, il y en avait déjà au sein du parti UPR. Aujourd'hui, avec l'arrivée ou cette fusion, il y en aura davantage. En tant qu'analyste politique, comment pensez-vous que ces guéguerres pourraient être gérées au sein du parti? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est très simple. Il n'y aura pas de problème de leadership. Il y a un maître qui décide au-delà de tout.
c'est Patrice Talon. Et donc, ce maître qui décide fait que personne n'osera lever le petit doigt pour vouloir s'imposer dans la dynamique des décisions qui seront issues de cette fonction politique. Nous ne l'aurons pas. Qui veut aller contre qui est dans quoi dans UP le renouveau? Écoutez, c'est parce que Mme Pruneau se souvient que les autres vont se dire non, on n'est pas d'accord, mais s'ils étaient quand même courageux, vous allez voir que peut-être que si c'était un Boniaï, peut-être certains allaient dire ah non, critiquer. Mais qui va le faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y aura pas de problème de leadership, rassurez-vous. Sauf si Patrice Talon quitte le pouvoir, peut-être que le parti pourrait être ébranlé parce qu'il n'est plus le dernier recours qui décide et qui montrera le chemin et qui, en tout cas, dira ce qu'il faut faire. Donc, c'est dans cette seule condition que vous allez voir de problème. Pour le moment, ce qu'on reproche au Parti des démocrates, il y en a tellement dans la mouvance. Mais personne ne parlera parce qu'il y a jamais deux capitaines dans un bateau. Il y a un seul capitaine à bord, un seul pilote dans un avion. En tout cas, bon, même s'il y a un second pilote qui vient, mais celui qui conduit... Le pilote principal. Le pilote principal. Donc, pour vous dire que, non, ne vous leurrez pas et ne soyez même pas... Ne soyez pas inquiets, il n'y aura pas de problème de leadership. Tout le monde doit se ranger, même quand vous voyez même les dernières décisions issues de la grande famille politique, les gens ont quand même la possibilité de réagir, mais qui a pu réagir. Mais moi, je continue de dire une chose. Je ne sais pas que je remets en cause la partie là de façon de facto et de systématique du parti, du communiqué du parti. Tout le monde sait que dans une dynamique, quelle qu'en soit la fidélité vouée à une fonction politique ou à une personnalité politique, il y a que... Je prends un exemple simple, Hugues Zogo. Vous allez dans l'Atakora, vous allez à Matéré par exemple. Les leaders qui sont là, du parti RN qui sont là, en réalité, ont des problèmes, des intrigues politiques avec les leaders du UP Le Renouveau là. Et ils savent que, au-delà de tout ce qui va se passer, s'ils viennent, c'est que les intrigues pourraient avoir raison d'eux. Et par conséquent, ils se trouveraient peut-être à l'aise en disant nous serons dans bière. En fait, je ne dis pas que c'est de facto ça, mais il peut arriver ces cas-là, malheureusement. Je ne sais pas ce que je souhaite, mais il peut arriver. Nous faisons une analyse, et moi, je fais une analyse pour dire il se peut que certains disent non, bon, oui, puisque bière aussi, c'est toujours la même mouvance, hein, évidemment. Donc, c'est pas parce que les premiers responsables vont forcément dans l'UP que tout le monde va suivre. Ils diront, ben, nous, même, on ne sort pas, hein, on ne va pas vers les démocrates, mais on reste dans BR, parce qu'avec les BR, on s'entend mieux là-bas que les gens de l'UP, parce qu'on a eu des problèmes avec eux par le passé, et on considère qu'en restant avec eux, ça peut être un problème. Le plus important, c'est de continuer à renforcer la mouvance présidentielle, notamment. Et je crois que le Moël Bénin qui résiste, et je sais bien ce dont je parle, le Moël Bénin résiste, ne veut pas se plier à la volonté du groupe pour aller se fondre dans le bloc républicain. Tôt ou tard, ils finiront par le faire, malheureusement. Hugues Zogo, la même question pour vous? Oui, la question, elle est pertinente. Ne nous leurrons pas. Le seul capitaine à bord a pour nom Patrice Talon. Il est le seul capitaine à bord. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce leader-là au niveau... Mais il n'est pas sur le terrain, donc il n'est pas forcé, il ne sera pas forcément au courant de tout ce qui se passe à la base. Si Patrice Talon est au courant de tout ce qui se passe au niveau du Parti Les Démocrates, ce n'est pas au niveau des formations politiques qui le soutiennent qu'il n'aurait pas des éléments. Tout ce qui se passe au niveau du Parti Les Démocrates, le chef de l'État est au courant. La preuve, quand vous avez suivi sa dernière sortie télévisuelle, il l'a dit lui-même. Il a donné des éléments tangible qui démontre qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans la vie du Parti Les Démocrates. Il a pu discuter avec Boniaï, il lui a fait un certain nombre de propositions et sans aucun doute les heures à venir ou les jours à venir nous permettront de comprendre que finalement Patrice Talon maîtrise la scène politique béninoise. Donc je me permets de dire à la suite de Roland qu'effectivement, le seul capitaine à bord aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Même si Patrice Talon arrivait à finir son deuxième mandat constitutionnel, les difficultés au sein de l'Union progressiste, le renouveau, resteront au sein de l'Union progressiste, le renouveau. Je ne vois pas ce leader-là capable de vouloir prendre la parole pour aller contre... La volonté du chef de l'État. Pour aller contre ce que Patrice Talon est en train de mettre en place. Plus le chef de l'État. Parce que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, Patrice Talon va finir son deuxième et dernier mandat constitutionnel, mais il restera très actif dans la vie politique. Même si lui-même, a priori,
il prend la parole pour souhaiter prendre une retraite. Il va prendre certes la retraite, mais il sera... C'est pas ce qu'il nous a dit. Hein. Il va prendre la retraite. Non. Il va prendre la retraite, mais... Il compte se retrouver dans une autre institution. Évidemment. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il souhaite que Bouniaï, lui, se retire de la classe politique. Donc, pour le moment, on n'a pas encore la confirmation qu'il veut se mettre à la tête d'une institution. Donc, pour moi, je fais foi pour le chef de l'État, je l'attends. Je continue de dire, le chef de l'État... Ce sera sans commentaire. Le chef de l'État va prendre sa retraite politique, d'accord, mais il se retrouvera très actif. Il détiendra même, à la limite, un pouvoir hyper puissant, au point où ce qui se vit, ou ce qui va se vivre les jours à venir au sein des formations politiques nous permettra de tirer la conclusion selon laquelle si quelqu'un ose aller contre sa volonté, tel que le parti Mouel Bénin est en train de résister à la date d'aujourd'hui, ça lui sera préjudiciable parce que le chef de l'État est assez clair. Il souhaite avoir de grands ensembles. Il souhaite avoir effectivement des personnes qui ne passent plus toute leur vie à ne parler que politique. Il veut que le Bénin se mette au travail. Et donc, pour que le Bénin se mette au travail, c'est que nous puissions avoir très peu de courants. C'est peut-être 2 courants idéologiques maximum. Et quand je parle de 2 courants idéologiques maximum, c'est qu'on concède. Moi, je dirais plutôt un seul courant. Hein. C'est ce à quoi nous tendons visiblement parce que l'opposition... Oui, mais vous ne m'avez pas laissé finir. Quand je dis 2 courants, c'est qu'on aura le courant principal qui soutient systématiquement le président de la République élu, c'est-à-dire que toutes les formations politiques qui se retrouvent aujourd'hui à soutenir la majorité présidentielle dans un bloc vont pouvoir se retrouver dans un seul bloc. Ne soyez pas surpris demain que nous puissions avoir l'Union progressiste, le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale, CDA fusionné, Mouel Bénin qui résiste encore. Ne soyez pas surpris qu'on ait les 3 formations politiques là en un. Et peut-être la FCBE avec les démocrates, et plus tard, un second courant pour les insoumis entre griffes qui porteraient la casquette de voix dissonante. Donc on peut créer maintenant, comme la France insoumise, on va créer le Bénin insoumis, LBI. Oui, pourquoi pas? C'est une belle idée. Ça pourrait les emmener à changer de dénomination. Mais toujours est-il que ce que je vois venir, c'est ça. 2 grandes formations politiques. Une grande formation politique où tous ceux qui accompagnent le chef de l'État s'y retrouvent. Donc, à défaut de dire qu'on est dans un parti unique au Bénin, on aura peut-être 2 partis, mais les aspirations qui ont pour objectif le développement du Bénin. Vous avez comme l'impression que vous êtes dans les secrets, vous participez aux décisions dans les coulisses. Non, mais parce que vous décrivez, vous présentez tellement la situation que j'ai du plaisir à vous suivre. Le plaisir est aussi partagé. Nous allons profiter. Je pense que oui, c'est ce que dit. Nous allons profiter de cette débat. FCBE dit que à partir de 2026, ils vont participer à la gestion du pays. Donc, voilà. Normalement, on ne doit pas voir FCB dans l'opposition en 2026. C'est-à-dire qu'ils sont dans la mouvance. Et donc, en réalité, s'ils sont dans la mouvance, ils doivent faire l'effort de se fondre dans UP, le Renouveau, dans BR, pour qu'on comprenne que réellement, ils sont de l'autre côté, quoi. On ne veut plus de partis mi-figue, mi-raison, chauve-souris. Chacun assume ses choix. On verra clair. Donc, de ce point de vue, parce que rien ne prouve que Paul Rompé se retrouve à soutenir Patrice Talon, mais continue d'échanger avec Boniaï. Donc, il faut des actes assez forts, des actes de fusion. On n'a pas le point qu'il a avec Boniaï. Il est avec la mouvance. Il a fait accord avec la mouvance. Oui, il n'a qu'à faire une fusion, puisqu'il a la possibilité de faire une fusion aujourd'hui. Bon, attendez de voir s'il aura des élus. S'il n'a pas des élus, ça va lui être facile d'aller là-bas. Mais s'il a des élus, peut-être il va résister parce que la loi parle de chef de file d'opposition. Donc s'il a des élus, ça lui permettrait de reprendre son poste tant convoité pour lequel il en vit forcément. Éric Oudété ou Boniaï qui lui ont ravi la vedette en 2023. Donc si je comprends très bien, les démocrates finiraient par fusionner avec Force Cori Point Bénin émergent ayant à sa tête Paul Rompé. C'est un peu ça, le schéma.
Non, 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 non. Moi, je ne le dis pas. C'est vous qui avez... Ce n'est que des hypothèses. Ce n'est que des hypothèses. Et nous allons rester dans cette même logique pour aborder un dernier sujet ou une dernière analyse présentée par un quotidien. Alliance et fusion des partis politiques au Bénin. Quel paysage politique pour le Bénin après 2026? Alors, j'ai bien envie de poser la question. Quel scénario est plus probable après 2026? Mais on a anticipé. La continuité, l'alternance ou la fragmentation? Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Fragmentation, non. Fragmentation, non. Continuité, oui. Continuité, oui. Il y aura plus de fusion, tel qu'on est en train de le dire là. Parce que ne l'oublions pas, hein, il y a une proposition de loi qui se retrouve devant les députés à l'Assemblée nationale. La commission des lois a déjà déposé son rapport au bureau de l'Assemblée nationale et on attend que la convocation pour savoir si les députés à l'Assemblée nationale vont accepter ce rapport-là et si le vote va pouvoir se faire ou pas. Et donc, si on arrivait à avancer avec cette proposition de loi déposée par les deux députés se retrouvant à la tête des deux grandes formations politiques soutenant la majorité présidentielle, c'est qu'on aura inéluctablement le Sénat. À défaut d'avoir le Sénat, on aura de toutes les façons une institution qui va réunir les anciens chefs d'État et les anciens présidents d'institutions, en l'occurrence ceux de l'Assemblée nationale et certains généraux. Bien entendu que la proposition tient compte de ce que le chef de l'État et puis le président de l'Assemblée nationale en exercice ont la possibilité de nommer aussi une personne chacun de leur côté. Alors, si on se retrouvait avec cette configuration, il faudra tenir compte de ce que, même si aujourd'hui l'Assemblée nationale n'arrive pas à accepter la démarche de trêve politique à laquelle on est en train d'aspirer ou qui a été proposée, le Sénat finira par l'imposer à la République du Bénin. Donc, la lecture suivant laquelle on va se retrouver, parce que, ne l'oublions pas, en l'état, je n'ai pas clairement les tests devant moi, mais en l'état, tel qu'on a pu présenter, je vais dire, la proposition de loi concernant le Sénat, il y a plus de valeur qu'on concède au Sénat. Donc le Sénat va pouvoir se retrouver à la tête de l'Assemblée nationale. Donc on aura donc deux chambres, il y a la haute et puis la basse. La haute sera donc le Sénat. Et à partir de ce moment-là, les décisions qui seront prises par le Sénat seront des décisions qui vont s'imposer à l'Assemblée nationale de notre pays. Et donc, je me dis, dans l'un ou dans l'autre des cas, le chef de l'État actuel, qui est en train de finir son deuxième mandat constitutionnel, va se retrouver quand même avec la majorité au sein de ce Sénat-là, avec la majorité des membres qui partagent pratiquement ses idéaux au sein de ce Sénat. Et donc, son souhait le plus cher, qui est de permettre à ce que juste après les élections, qu'on puisse accompagner le président de la République élu et que ce soit à 1 an des élections à suivre que l'animation de la vie politique reprenne vie dans notre pays. Je crois qu'il va tenir coûte que coûte à ce que ce soit mis en application. Ça va être une nouvelle réforme. Et donc, en termes clairs, tous ceux-là qui aujourd'hui ne voudront pas se rallier ou faire une quelconque fusion, de quoi vont-ils parler pendant pratiquement 4 ans? Ils seront là, mais ils ne pourront pas parler. Ils ne pourront pas parler parce qu'ils vont parler de quoi? Si ce n'est pas qu'accompagner le président de la République. Si c'est pour porter que des critiques, le Sénat sera là pour les chapeauter et dire attention, vous n'avez pas le droit de prendre la parole en ce moment-ci parce que nous sommes en trêve politique. C'est clairement ce qui se définit. Et donc, ça voudrait dire que on a fait une expérience de 1960 à 1972
de 1972 à 89-90 et de 90 pratiquement à 2026, une nouvelle expérience. Et donc à partir de 2026, ça va être l'expérience de la trêve politique jusqu'à 1 an de l'élection du nouveau chef d'État. Et c'est sans aucun doute parce que cette réforme-là, le chef de l'État y a tenu mordicus qu'on s'est retrouvé dans la période d'année électorale. Parce que vous saviez, de par le passé, on ne faisait pas les élections au cours de la même année. Là maintenant, on se retrouve à pouvoir faire les élections au cours de la même année. Personne ne voyait venir. Personne ne pouvait dire exactement ce qui a motivé le choix d'aller aux élections au cours de la même année. Mais tel que les tests sont en train d'être proposés aujourd'hui, on se rend clairement compte que, en fait, c'était une vision qui était nourrie, permettre à ce que, dès qu'on élit le président de la République, on demande à tous les compatriotes de l'accompagner, de l'aider à réussir son mandat constitutionnel. Et si on n'est peut-être pas d'accord avec lui, à 1 an de la fin de son mandat, on a la possibilité donc de mener le débat, de dire sur tel autre aspect, on n'a pas été d'accord avec le président de la République. Et donc, nous, voici ce que nous proposons comme alternative. Roland Tonneigues, il a été très long, vous serez très court. Parce que allez-y. Non, je crois que je suis heureux que Hugues revienne ce matin sur la question de la majorité au Sénat, contrairement à ce qui a été dit lundi dernier sur ce plateau concernant le même Sénat, pour dire que ce n'est pas le fait que Olo siège au Sénat ou sous-siège au Sénat ou Boni siège au Sénat qui fait que leurs propositions seront forcément prises en compte. Parce qu'au Sénat, quand on veut prendre une décision, on procède à un vote. Et quand il parle de la majorité du chef de l'État, s'il se retrouvait au Sénat, ça montre clairement là où nous allons. Et donc, moi, je dirais qu'on ne parlera pas de fusion. Fusion, d'accord pour ceux qui soutiennent le chef de l'État, mais malheureusement, la fragmentation de ceux qui n'auront pas les mêmes avis sur les questions de développement avec le pouvoir en place. Et donc, oui, avec cette affaire de Sénat, encore que dans d'autres pays, quand on parle de Sénat, les gens sont élus par vote direct ou indirect. Mais dans le cas d'espèce, c'est que oui, moi, comme je le dis, c'est une retraite dorée ou un réceptacle des présidents d'institutions qui vont maintenant s'asseoir encore, véhicule de fonction, tout ce que vous voulez, le corollaire, et après vont gérer, vont continuer à s'imposer. Et quand je suis le développement de Hugues Ethos de Gaulle, j'ai peur. Parce que oui, quand on dit que le Sénat peut dire non, vous ne pouvez pas réagir, il y a un problème. Parce que la vitalité de la démocratie, c'est quand parfois les autres peuvent monter au créneau pour dire on n'est pas d'accord pour ça. Donc cette question de trêve politique, je ne sais pas si dans un pays on a pu voir question de trêve politique dans un pays. En tout cas, je n'ai pas encore l'exemple. J'ai fouillé depuis quelques jours. J'ai vu un peu les pays dans le monde, en Asie, en Amérique, en Europe. J'ai cherché à comprendre, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on parle de trêve politique au point où les gens ne peuvent pas faire l'opposition, ne peuvent pas réagir. Il faut attendre un an avant les élections avant de commencer par réagir. Je pense que tout ça contribuerait à contraindre les gens au silence. Alors que la démocratie, la vitalité de la démocratie, c'est de permettre aux gens. En réalité, moi, quand je suis les réformes aujourd'hui, on a déjà réussi à limiter le droit de grève à 10 jours pour les travailleurs. D'accord ? On a interdit, il y a des décisions qui font que, d'ailleurs même, ça nous rappelle la fameuse ligne rouge de Modeste Boula, qui fait que les gens ne peuvent plus faire des réunions, n'importe comment, vous pouvez marcher pour faire n'importe quoi aujourd'hui. Donc il y a des réformes qui ont limité un peu la pagaille qui s'observait par le passé. Alors à la suite de ça, a-t-on besoin de dire qu'il faut amener un Sénat et qui va toujours jouer le gardien pour dire trêve politique, on ne parle pas parce que les autres sont au pouvoir, dirigent là, et silence radio. C'est les 5 qui sont au pouvoir, ils dirigent le pays, vous vous taisez, après vous allez parler. Non, attention, je pense qu'il faut revoir ce fonctionnement-là pour pouvoir permettre aux gens de parler. Parce que quand vous étouffez les gens et que vous ne leur permettez pas de parler, à un moment donné, ça peut exploser. C'est-à-dire, quand je dis ça explose, c'est qu'à un moment donné, quand ils emmagasinent les frustrations, à un moment donné, vous-même, là, vous êtes débordé à un moment donné. Il vaut mieux permettre aux gens je ne suis pas dans la politique politicienne, je le dis clairement, pour que les gens ne pensent pas qu'il faut tout le temps peindre en noir ce que fait le régime. Il faut apprécier ce qui est bien, dénoncer ce qui n'est pas bien, faire des propositions. Et c'est en dénonçant, en faisant des propositions, qu'en réalité, le parti au pouvoir
quand il suit les dénonciations, il y a beaucoup de choses que nous avons dites sur ce plateau, et certainement qui ont orienté les gouvernants, parce qu'on a pu voir certaines réactions, certaines actions du gouvernement, et donc c'est dans cette dynamique-là, parce que s'il n'y a pas de débat politique, si les gens ne peuvent pas dénoncer ce qui ne va pas, finalement, je pense que d'ici quelques mois, si cette réforme passait, je ne veux pas être mauvais prophète, beaucoup de médias risquent de fermer la porte parce qu'il n'y aura pas de la matière. Merci Roland Laurent Tonneikes, merci Hugues Hector Zogo pour vos différentes analyses.